Après 14 heures de cris et de bips incessants des moniteurs cardiaques, tout ce que je voulais, c'était m'effondrer dans les bras de Lydia et oublier que le monde existait. Ma blouse sentait l'antiseptique et la sueur, mes pieds me lançaient dans mes baskets usées, et mes yeux brûlaient à cause des néons de l'hôpital qui ne semblaient jamais s'éteindre. Mais j'avais un plan. Lydia travaillait tard toute la semaine à son cabinet d'avocat, s'épuisant sur une grosse fusion d'entreprises qui nous paierait probablement de belles vacances sous les tropiques. J'avais pris son plat thaïlandais préféré dans ce restaurant du centre-ville, celui avec le pad thaï ridiculement épicé qui faisait pleurer ses yeux et rougir ses joues. Elle serait surprise de me voir à son appartement à 23h un mardi. Mais une bonne surprise, le genre de surprise qui nous rappelait pourquoi nous étions ensemble depuis 3 ans, pourquoi je l'avais demandé en mariage il y a 6 mois avec la bague de ma grand-mère. L'ascenseur de son immeuble sentait le parfum cher et les fleurs fraîches, un contraste saisissant avec le désinfectant industriel qui était devenu mon eau de Cologne permanente. J'ai équilibré les sacs de plats à emporter dans une main et j'ai cherché ma clé de l'autre, mais j'ai décidé que frapper serait plus romantique, plus surprenant. J'ai frappé 3 fois, notre petit code. Toc toc, toc. Des pas s'approchèrent de la porte, mais ils semblaient plus lourds que les pas rapides habituels de Lydia. Peut-être qu'elle portait ces pantoufles moelleuses que je lui avais achetées pour Noël. La porte s'ouvrit, et je me retrouvai face à un homme que je n'avais jamais vu. Il était grand, peut-être 1m88, avec un genre de carrure qui évoquait un ancien athlète universitaire un peu ramolli sur les bords. Cheveux foncés, t-shirt d'apparence coûteuse, et je ne pus m'empêcher de remarquer, il portait des chaussettes, juste des chaussettes. Pas de chaussures, pas de pantoufles, des chaussettes en laine grise qui coûtaient probablement plus cher que toute ma tenue. Oh, dit-il, ne semblant ni particulièrement surpris ni concerné. Vous devez être Franck. Pharaon, corrigez-je automatiquement, mon cerveau essayant toujours de comprendre pourquoi cet étranger répondait à la porte de ma fiancée à 23h. Est-ce que Lydia est là? L'homme, qui semblait parfaitement à l'aise dans son appartement, comme s'il y appartenait, inclina légèrement la tête. Elle est occupée en ce moment. Vous voulez que je lui dise que vous êtes passé? Le sac de nourriture thaïlandaise devint soudainement incroyablement lourd dans mes mains. Le couloir sembla s'incliner légèrement, comme si le monde avait basculé juste assez pour me faire perdre l'équilibre. Occupée. Oui, elle est. Il fit un geste vague vers l'intérieur de l'appartement, point sous la douche. C'est là que je l'ai vue. Juste un aperçu, le visage de Lydia apparaissant au coin du couloir qui menait à sa chambre. Ses cheveux blonds étaient ébouriffés, pas mouillés comme ils auraient dû l'être si elle se douchait réellement. Son visage, habituellement composé et confiant, se vida de toutes couleurs lorsqu'elle me vit debout là. Nos yeux se croisèrent pendant peut-être 2 secondes. 2 secondes qui donnèrent l'impression de tomber dans une cage d'ascenseur. Elle ouvrit la bouche comme si elle allait dire quelque chose, puis disparut derrière le coin. L'homme aux chaussettes chères me regardait toujours avec cette expression désinvolte, presque ennuyée, comme si j'étais un livreur qui s'était trompé d'appartement. Pas besoin, m'entendis-je dire. Ma voix semblait étrange, trop calme. Je la rattraperai plus tard. Je me suis retourné et j'ai marché vers l'ascenseur, mes pieds bougeant automatiquement tandis que mon cerveau essayait de rattraper ce qui venait de se passer. Les sacs de plats à emporter se balançaient à mes côtés, les poignées en plastique me coupant les doigts. La descente en ascenseur sembla interminable. 17 étages de traitement mental. 17 étages où mon esprit courait à travers des explications qui avaient du sens, qui n'impliquaient pas ce que je savais que je venais de voir. Peut-être était-il un collègue. Peut-être était-ce son cousin de Seattle. Peut-être y avait-il une explication parfaitement raisonnable à la présence d'un étranger en chaussettes répondant à la porte de ma fiancée pendant qu'elle se cachait dans la chambre. Au moment où j'atteignis le parking, mon téléphone vibrait déjà. Lydia, Franck, attends. Lydia, Franck, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Lydia, ce n'est pas ce que tu penses. Lydia, Franck, s'il te plaît, réponds-moi. Lydia, je t'aime. Je me suis assis dans ma vieille Honda Civic, regardant les messages s'accumuler sur mon écran verrouillé. 19 SMS en 10 minutes. Chaque notification me serrait un peu plus la poitrine. Je n'en ai ouvert aucun. Au lieu de cela, j'ai commencé à penser aux habitudes, aux nuits où je travaillais de longue garde à l'hôpital, rentrant épuisé à minuit ou plus tard pour trouver Lydia déjà endormie. Comment elle avait commencé à me texter vers 22h ces nuits-là, je vais me coucher tôt. Grosse journée demain.
Je t'aime. À chaque fois que je travaillais de nuit, elle allait se coucher tôt. J'ai conduit jusqu'à mon propre appartement, celui que j'avais gardé même après nos fiançailles parce que Lydia disait qu'elle avait besoin de son espace pour se concentrer sur le travail. Le studio qui ressemblait soudainement moins à un appartement de célibataire et plus à un refuge. Je n'ai pas pu dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de cet homme. La manière désinvolte dont il se tenait dans l'embrasure de la porte de Lydia, comme s'il possédait l'endroit. Les chaussettes chères. La façon dont Lydia m'avait regardé, non pas coupable, mais terrifié. À 3 heures du matin, j'ai renoncé à dormir et j'ai fait du café. Du café fort, le genre qui pourrait réveiller les morts. Je devais être de retour à l'hôpital dans 6 heures pour une autre garde, mais mon esprit était trop agité pour se reposer. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert mon emploi du temps de travail. Garde de 12 heures, parfois prolongée à 14 ou 16 heures quand les choses devenaient folles aux urgences. Je faisais ce métier depuis 8 ans, depuis que j'avais fini l'école d'infirmier. Les horaires étaient brutaux, mais la paie était décente, et j'aimais sincèrement aider les gens. Lydia avait toujours dit qu'elle admirait mon dévouement, même si cela signifiait manquer des dîners ou des plans de week-end. Maintenant, je regardais ces dîners manquer différemment. J'ai fait défiler mon téléphone, vérifiant les horodatage des messages de Lydia annonçant qu'elle allait se coucher tôt. 15 octobre, la nuit où j'ai fait un double service après qu'un accident de voiture ait amené 6 victimes. 22 octobre, quand je suis resté tard pour aider à former une nouvelle infirmière. 3 novembre, pendant cette épidémie de grippe où la moitié du personnel s'était porté malade. À chaque fois que je travaillais tard, Lydia allait se coucher tôt. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre SMS d'elle. Lydia, je sais que tu es réveillée. S'il te plaît, parle-moi. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis j'ai mis le téléphone de côté sans répondre. Le lendemain matin à l'hôpital, je me suis surpris à chercher Danny Martinez, un des autres infirmiers qui vivait dans le quartier de Lydia. Danny était le genre de gars qui remarquait tout, à qui appartenaient les voitures, quels résidents, qui sortaient avec qui, quels appartements avaient leurs lumières allumées à des heures étranges. Je l'ai trouvé en train de réapprovisionner les fournitures dans la salle de traumatologie. « Salut Danny », dis-je, essayant d'avoir l'air décontracté. Question aléatoire. Tu connais ma fiancée Lydia, n'est-ce pas? Elle habite dans cette tour sur la 5e rue. Oui, bien sûr. L'avocate blonde qui conduit la BMW blanche. Une gentille fille. Danny s'arrêta de compter son inventaire. Pourquoi? Je me demandais juste. As-tu déjà remarqué quelqu'un d'autre autour de chez elle? Comme un visiteur ou quelque chose comme ça? L'expression de Danny changea légèrement. Il posa la boîte de gaz qu'il tenait et me regarda plus attentivement. Pharao, mon vieux, tu vas bien? Tu as l'air d'un zombie. Réponds juste à la question, s'il te plaît. Il soupira. Écoute, je n'aime pas me mêler des affaires des autres, mais oui, il y a ce gars qui conduit une Audi noire. Je l'ai vu aller et venir de son immeuble assez régulièrement. Habituellement tard le soir. Mon estomac se contracta. À quelle fréquence? Quelques fois par semaine, peut-être? J'ai remarqué parce qu'il se gare toujours sur la place visiteur juste sous ma fenêtre et cette Audi a un échappement bruyant. Ça me réveille parfois. Depuis combien de temps ça dure? Danny semblait mal à l'aise. Pharao, peut-être devrais-tu parler à Lydia à ce sujet. Depuis combien de temps, Danny? Quelques mois au moins, peut-être plus. Il posa une main sur mon épaule. Je suis désolé, mon pote. Je pensais que c'était son frère ou quelque chose comme ça. J'ai passé le reste de ma garde en pilote automatique, effectuant les tâches de vérification des signes vitaux, d'administration des médicaments et de réconfort des patients tandis que mon esprit brassait cette nouvelle information. Quelques mois, peut-être plus. Nos fiançailles avaient eu lieu 3 mois plus tôt. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je me suis forcé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai vérifié notre compte d'épargne joint en ligne. Nous l'avions ouvert il y a 1 an, planifiant le mariage, notre avenir ensemble. J'avais contribué régulièrement, mettant de côté de l'argent de chaque paie. C'était là, un retrait datant de 2 semaines. 800 $ étiqueté voyage entre filles. J'ai fixé l'écran, essayant de me souvenir que Lydia ait mentionné un voyage entre filles.
Elle avait travaillé constamment sur cette fusion, se plaignant des longues heures et des clients exigeants. Quand exactement avait-elle trouvé le temps pour un voyage? J'ai appelé sa sœur Rachel, la seule personne dont Lydia était la plus proche en dehors de moi. Pharao, comment vas-tu? Comment avance l'organisation du mariage? Ça va bien, ai-je menti. Et, question aléatoire. Est-ce que Lydia t'a parlé d'un voyage entre filles récemment? Comme au cours des 2 dernières semaines? Silence à l'autre bout du fil. Rachel, un voyage entre filles. Non, elle ne m'a rien mentionné de tel. Quand était-ce censé avoir lieu? Je ne suis pas sûr. Peut-être que j'ai mal compris. Ma bouche était sèche. Elle ne t'a pas demandé d'argent ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Genre $800? 800? Mon Dieu, non. Pharao, est-ce que tout va bien? Tu as l'air étrange. Tout va bien. Je dois y aller. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser plus de questions. Cette nuit-là, Lydia a appelé. J'ai laissé la messagerie prendre l'appel, puis j'ai écouté le message 3 fois. Franck, s'il te plaît. Je sais que tu es bouleversé, mais nous devons parler. Ce que tu as vu l'autre soir? C'est compliqué, mais ce n'est pas ce que tu penses. Matt est juste un ami du travail. Il m'aidait avec quelque chose. S'il te plaît, rappelle-moi. Je t'aime. Matt. Donc, l'homme aux chaussettes avait un nom. J'ai supprimé le message vocal et je suis allé me coucher. Le lendemain, j'ai envoyé un SMS à Lydia pour la première fois depuis la nuit où j'avais trouvé Matt à sa porte. Moi, dîner demain. Romanoès à 19h. Nous devons parler des $800. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Lydia, Dieu merci, tu me parles. Oui, bien sûr. Je peux tout expliquer. Romanoès était notre endroit, un petit restaurant italien où nous avions eu notre premier rendez-vous, où j'avais fait ma demande, où nous avions célébré chaque anniversaire et promotion. Il me semblait approprié d'avoir cette conversation là-bas, comme pour boucler la boucle. Je suis arrivé le premier et j'ai demandé notre table habituelle dans le coin arrière, la même banquette où Lydia avait pleuré de joie lorsque j'avais glissé la bague de ma grand-mère à son doigt. La même table où elle avait parlé de notre avenir, de la maison que nous achèterions, des enfants que nous aurions un jour. Elle est entrée à exactement 19h, portant la robe bleue que je lui avais achetée pour son anniversaire. Ses cheveux étaient parfaits, son maquillage impeccable, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon prudente dont elle bougeait. Franck. Elle se glissa dans la banquette en face de moi, tendant la main vers les miennes à travers la table. J'ai retiré mes mains et je les ai croisées sur mes genoux. Alors, ai-je dit, raconte-moi ce voyage entre filles. Son visage devint très immobile. Quoi? Les $800 que tu as retirés de notre compte d'épargne pour un voyage entre filles. Je suis curieux de connaître les détails. Les yeux de Lydia ont évité les miens, puis sont revenus. Oh, ça? Je les ai prêtés à Rachel. Elle avait des problèmes financiers et ne voulait pas le demander à son mari. J'ai appelé Rachel hier. La couleur se vida de son visage, tout comme elle l'avait fait lorsqu'elle m'avait vu dans son couloir 2 nuits auparavant. Elle dit que tu ne lui as jamais prêté d'argent. J'ai continué. Elle a semblé assez surprise par l'idée, en fait. Franck, J'ai aussi parlé à Danny Martinez. Tu connais Danny, n'est-ce pas? Il est infirmier à l'hôpital. Il vit dans ton immeuble. Il voit une Audi noire garée sur ta place visiteur quelques fois par semaine depuis quelques mois. Échappement bruyant, a-t-il dit. Ça le réveille. Les mains de Lydia tremblaient maintenant. Elle les joignit sur la table, sa bague de fiançailles attrapant la lumière de la bougie entre nous. Et puis il y a l'habitude, ai-je dit, ma voix restant remarquablement calme. À chaque fois que je travaille de nuit, tu me textes vers 22h pour dire que tu vas te coucher tôt. Chaque fois, Lydia, j'ai vérifié. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot n'en sortit. J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti une petite pile de papier. Relevé bancaire, relevé téléphonique, mon emploi du temps de travail. Je les ai étalés sur la table comme des preuves dans une affaire judiciaire, ce que c'était, je suppose. Alors, voici ce que je pense qu'il s'est passé, ai-je dit. Je pense que tu vois Matt depuis des mois. Je pense qu'à chaque fois que je travaillais tard.
Il venait. Je pense que tu as utilisé notre épargne pour le mariage pour l'emmener quelque part de sympa. Peut-être ce gîte que tu voulais tant visiter. Et je pense que la seule raison pour laquelle tu es assise ici en ce moment, c'est parce que tu t'es fait prendre. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne parlait toujours pas. Ai-je tort, ai-je demandé. S'il te plaît, dis-moi que j'ai tort. Elle me regarda longuement, et je vis le moment exact où elle renonça à faire semblant. Je ne voulais pas que ça arrive, murmura-t-elle. Ces 6 mots m'ont frappé plus fort que n'importe quel coup physique. J'avais espéré, même après tout, qu'il y avait une autre explication, un malentendu que nous pourrions surmonter, mais c'était là, la vérité. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Franck. Depuis combien de temps, Lydia? 4 mois. Sa voix était à peine audible. Ça a commencé quand tu faisais ces doubles services pendant l'été. J'étais seul et il était là. 4 mois. J'ai fait le calcul dans ma tête. Alors, tu couchais déjà avec lui quand nous avons envoyé nos invitations de mariage. Elle tressaillit comme si je l'avais giflée. J'ai tendu la main à travers la table et j'ai doucement pris sa main gauche. Elle n'a pas résisté lorsque j'ai glissé la bague de fiançailles de son doigt. La bague de ma grand-mère, celle qui était dans ma famille depuis 60 ans. Franck, s'il te plaît. Je t'aime. J'ai fait une erreur, mais je t'aime. J'ai mis la bague dans ma poche et je me suis levé de table. Non, ce n'est pas le cas. Je l'ai laissée assise là, dans notre banquette, pleurant dans ses mains pendant que les autres convives faisaient semblant de ne pas regarder. La nouvelle a voyagé vite à l'hôpital. À la fin de la semaine, tout le monde aux urgences savait que les fiançailles de Pharaon étaient rompues. Je n'ai pas donné les détails, mais d'une manière ou d'une autre, les gens savaient qu'il s'agissait de tricherie. Peut-être que Danny avait dit quelque chose, ou peut-être que c'était juste la façon dont ces choses se répandaient sur un lieu de travail comme un feu de brousse. Je ne me souciais pas de l'attention. Ce qui m'importait, c'était la pitié, la façon dont mes collègues me regardaient comme un animal blessé, la façon prudente dont ils évitaient de mentionner les relations ou les mariages autour de moi. Ce qui m'importait vraiment, c'était de voir Lydia. Elle travaillait pour un cabinet d'avocats qui traitait des cas de faute professionnelle médicale, ce qui signifiait qu'elle était régulièrement dans et hors de notre hôpital. Habituellement, elle travaillait avec l'administration, mais parfois elle avait besoin d'interviewer des infirmiers ou des médecins sur les procédures et les protocoles. 3 jours après notre dîner chez Romano S, elle est apparue aux urgences. J'étais en train de réapprovisionner un chariot de fournitures quand je l'ai vue parler au docteur Peterson près du poste de soins infirmiers. Elle portait son armure professionnelle, un tailleur noir élégant, ses cheveux tirés en arrière sévèrement, son expression tout à fait professionnelle. Mais lorsqu'elle m'a aperçu de l'autre côté de la pièce, son sang-froid s'est fissuré juste assez pour que je puisse voir la douleur en dessous. Elle a dit quelque chose au docteur Peterson et s'est dirigée vers l'endroit où je travaillais. « Franck, pouvons-nous parler en privé ?» Plusieurs de mes collègues regardaient maintenant, sans même faire semblant d'être subtils. « Nous sommes au travail, Lydia. S'il te plaît, juste 5 minutes. » J'ai regardé les visages curieux qui nous entouraient, puis j'ai fait un signe de tête vers une salle de consultation vide. Elle m'a suivi à l'intérieur et a fermé la porte derrière elle. J'ai demandé un transfert, a-t-elle dit sans préambule. Au bureau du centre-ville. Je ne travaillerai plus sur des cas d'hôpital. D'accord. J'ai rompu avec Matt. J'ai continué à organiser les fournitures, sans la regarder. D'accord. Franck, s'il te plaît, regarde-moi. Je me suis retourné et je me suis appuyé contre le chariot de fournitures, croisant les bras. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Lydia? Félicitations pour avoir fait le strict minimum? Je veux que tu me donnes une autre chance. Je veux arranger ça. Il n'y a rien à arranger. C'est fini entre nous. Mais je t'aime. Arrête. Le mot est sorti plus sec que je ne l'avais voulu. Arrête juste de dire ça. Tu n'as pas le droit de m'aimer et de me trahir en même temps. Ce n'est pas comme ça que l'amour fonctionne. Elle pleurait à nouveau, mais doucement cette fois. Des larmes professionnelles qui ne ruineraient pas son maquillage. Je déménage de mon appartement, ai-je dit. J'ai trouvé un endroit plus proche de l'hôpital, un studio. J'ai vendu la bague et j'ai utilisé l'argent pour un acompte. Cela la frappa comme un coup physique. Tu l'as vendue?
J'avais besoin de l'argent et j'avais besoin qu'elle disparaisse. Franck, c'était la bague de ta grand-mère. Elle était censée rester dans ta famille. Elle était dans ma famille jusqu'à ce que tu décides que tu ne voulais plus faire partie de ma famille. J'ai ouvert la porte et je suis sorti, la laissant seule dans la salle de consultation. Cet après-midi-là, j'ai signé le bail d'un minuscule studio à 6 pâtés de maison de l'hôpital. C'était une fraction de la taille de mon ancien appartement, avec un lit escamotable et une kitchenette qui se qualifiait à peine de cuisine. Mais c'était le mien, et il n'y avait aucun souvenir de Lydia dedans. Déménager a été étonnamment facile quand on réalise à quel point on a besoin de peu de choses. Des vêtements, quelques livres, ma cafetière et mon ordinateur portable. Tout le reste ressemblait à des bagages d'une vie que j'étais prêt à laisser derrière moi. Le plus difficile a été d'expliquer à mes amis pourquoi le mariage était annulé. La plupart d'entre eux connaissaient Lydia depuis des années, avaient fait des sorties en couple avec nous, avaient été enthousiastes à propos des fiançailles. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu faire ça, a dit Tom, l'un de mes plus vieux amis, quand je lui ai raconté l'histoire devant des bières au Murphy's Tavern. Elle semblait si, je ne sais pas, dévouée à toi. Les gens changent, ai-je dit, ce qui était plus facile que d'admettre que peut-être je ne l'avais jamais vraiment connue. Alors, quelle est la prochaine étape, a demandé Mike, un autre ami de l'école d'infirmier. Tu vas recommencer à sortir avec des gens? L'idée de sortir avec quelqu'un semblait impossible. Non pas parce que j'étais encore amoureux de Lydia ou ce sentiment était mort au moment où elle avait avoué l'aventure mais parce que je ne pouvais pas imaginer faire confiance à qui que ce soit à nouveau. Comment s'ouvrir à quelqu'un quand on sait avec quelle facilité il peut vous détruire? Je me concentre sur le travail en ce moment, ai-je dit, ce qui était vrai. J'avais pris des gardes supplémentaires, en partie pour l'argent et en partie parce que rester occupé gardait mon esprit occupé. Mais même le travail ne pouvait pas me distraire complètement de la colère qui montait en moi. Non seulement la colère contre Lydia, mais contre Matt. Contre la manière suffisante dont il s'était tenu dans l'embrasure de sa porte comme s'il avait gagné une sorte de prix. Contre la facilité avec laquelle il s'était inséré dans ma vie et l'avait déchirée. J'ai commencé à penser à la vengeance. La vengeance, j'ai appris, exigeait des informations, et les informations exigeaient de la patience. J'ai commencé petit. Le nom de famille de Matt, par exemple. Lydia l'avait mentionné une fois lors de notre confrontation chez Romano S, mais j'avais été trop choqué pour y prêter attention. Il a fallu quelques recherches sur les réseaux sociaux de Lydia, elle ne m'avait pas encore bloqué, pour le trouver. Matt Brennan, promoteur immobilier, selon son profil LinkedIn, spécialisé dans les condominiums de luxe et les propriétés commerciales. Diplômé de l'université d'État il y a 15 ans, où il avait joué au football jusqu'à ce qu'une blessure au genou mette fin à sa carrière athlétique. Il ressemblait exactement au genre de gars qui volerait la fiancée de quelqu'un et s'en sentirait bien. Son entreprise, Brennan Développement, avait un bureau dans le quartier financier. Leur site web présentait des photos glacées de Matt en costume cher, serrant la main de fonctionnaires de la ville et se tenant devant des gratte-ciel à moitié construits. Il conduisait cet Audi noir que Danny avait mentionné, vivait dans un penthouse du centre-ville et appartenait au country club où Lydia avait toujours voulu organiser notre réception de mariage. Plus j'en apprenais sur Matt Brennan, plus je devenais en colère. Ce n'était pas une aventure au hasard, un moment de faiblesse qui avait dégénéré. Lydia m'avait échangé contre une amélioration. Quelqu'un de plus riche, de plus réussi, de plus connecté, quelqu'un qui pouvait lui offrir la vie qu'elle avait toujours voulu et qu'elle avait été trop polie pour dire que je ne pouvais pas lui fournir. Je me suis surpris à passer devant son immeuble de bureau pendant mes pauses déjeuner, le regardant aller et venir. Il se déplaçait avec la confiance de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non, qui n'avait jamais eu à se soucier de l'argent, qui n'avait jamais eu à travailler une garde de 14 heures juste pour payer le loyer. Un après-midi, je l'ai suivi jusqu'à un restaurant chic où il déjeunait avec 2 autres hommes en costume cher. Je me suis assis au bar et j'ai écouté leur conversation, apprenant des choses sur les transactions immobilières, les réunions du conseil municipal et les voyages de week-end dans les hantons. C'était le monde dont Lydia voulait faire partie, un monde où $800 était de la petite monnaie, où les gens portaient des chaussettes qui coûtaient plus cher que mon budget mensuel d'épicerie. Je le détestais, mais plus que cela, je détestais à quel point il m'avait facilement tout pris. Cette nuit-là, j'ai appelé mon ami Stan, un ancien flic qui travaillait maintenant comme détective privé. Nous nous étions rencontrés au gymnase où j'allais me défouler après des gardes particulièrement difficiles. Stan avait une 50aine d'années,
bâti comme un mur de briques, et avait le genre de sagesse cynique qui vient de 20 ans à voir le pire chez les gens. Pharao, a-t-il dit quand il a répondu au téléphone, comment te traite le commerce du chagrin d'amour? J'ai besoin d'une faveur, Stan. C'est à propos de ton ex-fiancé infidèle? Son petit ami? Je veux tout savoir sur lui. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. C'est une route dangereuse, gamin. Fais-moi confiance là-dessus. Je ne te demande rien d'illégal. Je veux juste des informations. Les informations ont une façon de mener à de mauvaises décisions. Stan, s'il te plaît. J'en ai besoin. Une autre pause. Plus longue cette fois. Très bien. Mais c'est toi qui paies les bières, et tu vas m'écouter quand je te dirai de t'éloigner de tout ce que tu prévois. Nous nous sommes rencontrés au Murphy's Tavern le lendemain soir. Stan a glissé un dossier cartonné sur la table vers moi, puis s'est penché en arrière sur sa chaise avec une bouteille de Budweiser. Matt Brennan, dit-il, 38 ans, divorcé, pas d'enfant. Son ex-femme l'a laissé sans rien il y a 3 ans. Apparemment, elle l'a aussi surpris en train de la tromper. Le gars a une habitude. J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à lire, relevé financier, documents judiciaires de son divorce, même quelques photos qui semblaient avoir été prises avec un téléobjectif. Il a des problèmes d'argent, continua Stan. L'entreprise est entièrement mise en gage, il a personnellement garanti environ 6 millions de dollars de prêts. Le marché immobilier est morose, et il a plusieurs projets qui n'avancent pas. Donc, il n'est pas aussi réussi qu'il en a l'air. Personne n'est aussi réussi qu'il en a l'air, mais Brennan marche sur une corde raide. Une mauvaise affaire, et tout son empire s'effondre. J'ai étudié une photo de Matt quittant son immeuble de bureau, parlant à son téléphone avec une expression qui semblait plus stressée que confiante. Il y a plus, dit Stan. Le gars a un problème de jeu partie de poker, paris sportif, voyage au casino à Atlantic City. Il doit de l'argent sérieux à certaines personnes. À quel point sérieux? Assez sérieux pour qu'ils doivent surveiller ses arrières. J'ai fermé le dossier et j'ai regardé Stan. Pourquoi me dis-tu tout ça? Parce que je t'apprécie, gamin. Et parce que j'ai vu ce qui se passe quand les bonnes personnes sont poussées trop loin. Tu n'es pas un mauvais gars, Pharao, mais tu es en colère. Et les gens en colère font des choix stupides. Alors, que suggères-tu? Je suggère que tu prennes ces informations et que tu t'en ailles. Trouve-toi une gentille fille qui n'est pas une avocate infidèle et laisse le karma s'occuper de Matt Brennan. Fais-moi confiance, les gars comme lui finissent toujours par avoir ce qu'ils méritent. Mais je n'étais pas intéressé par le karma. J'étais intéressé par la justice. J'ai passé la semaine suivante à étudier Matt Brennan comme s'il s'agissait d'une condition médicale que je devais diagnostiquer. Ses routines, ses habitudes, ses faiblesses. Les informations que Stan m'avait données n'étaient qu'un début. Matt était une créature d'habitude. Chaque matin à 7h30, il s'arrêtait au même café à 3 pâtés de maison de son bureau. Il s'entraînait dans un gymnase exclusif du centre-ville tous les mardis et jeudis à 18h. Il déjeunait chez Romano's au Mont Romano's, le restaurant où Lydia et moi avions eu notre premier rendez-vous tous les vendredis avec le même groupe d'associés. Ce dernier détail ressemblait à une insulte personnelle. Il conduisait son Audi comme s'il possédait la route, se garant sur les places pour handicapés et les zones d'incendie sans y penser à 2 fois. Le genre de gars qui n'avait jamais eu une amende qu'il ne pouvait pas se permettre de payer, n'avait jamais fait face à une conséquence qu'il ne pouvait pas acheter pour s'en sortir. Mais tout le monde a des vulnérabilités. Et la plus grande vulnérabilité de Matt Brennan était son ego. J'ai commencé par quelque chose de petit, des conseils anonymes à la ville sur ses habitudes de stationnement illégales. Des photos envoyées à l'autorité de stationnement montrant son Audi sur des places pour handicapés, avec horodatage et données de localisation. En une semaine, sa voiture recevait des contraventions quotidiennement. J'ai regardé de l'autre côté de la rue alors qu'il découvrait une violation de stationnement orange vif collée à son pare-brise. J'ai vu la façon dont son visage a rougi de colère alors qu'il la chiffonnait et la jetait par terre. Ensuite, j'ai appelé pour me plaindre du bruit des travaux sur l'un de ses sites de développement. L'inspecteur municipal qui s'est présenté a trouvé plusieurs violations du code qui ont interrompu le travail pendant 3 jours pendant que les permis étaient réglés. De petites victoires, mais elles faisaient du bien, comme si je me battais enfin au lieu de simplement absorber les dégâts.
La vraie opportunité est venue lorsque je l'ai entendu au téléphone dans ce restaurant chic où il prenait ses déjeuners d'affaires. Il se disputait avec quelqu'un au sujet d'une dette de poker, sa voix devenant plus forte et plus agitée au fur et à mesure de la conversation. Je vous ai dit que j'étais solvable, disait-il. Le projet Riverside se clôture le mois prochain et j'aurai votre argent plus les intérêts. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Non, je ne l'ai pas maintenant, mais je l'aurai. Donnez-moi juste 2 semaines de plus. La conversation a duré encore 5 minutes, Matt promettant de l'argent qu'il n'avait clairement pas à des gens qui n'étaient clairement pas patients pour recouvrer des dettes. Après qu'il ait raccroché, je l'ai suivi jusqu'à son bureau et je l'ai regardé faire les 100 pas dans son bureau d'angle comme un animal en cage. Même depuis la rue, je pouvais voir le stress dans son langage corporel. Cette nuit-là, j'ai fait quelques recherches sur le projet Riverside qu'il avait mentionné. C'était un développement de condominium de luxe au bord de l'eau, la plus grande affaire de Matt à ce jour. Le genre de projet qui ferait ou détruirait sa carrière. La clôture était prévue dans 6 semaines, mais les clôtures pouvaient être retardées, surtout lorsque les inspecteurs municipaux trouvaient des problèmes avec les permis et les rapports environnementaux. J'ai passé quelques appels. 2 semaines plus tard, le projet Riverside était empêtré dans la paperasse. Des préoccupations environnementales, des incohérences de permis, des plaintes de groupes de quartier concernant la circulation et le bruit, le genre de cauchemar bureaucratique qui pouvait traîner pendant des mois. J'ai regardé la couverture de l'actualité locale montrant des résidents en colère protestant devant la mairie, exigeant des réponses sur l'impact environnemental du projet. Matt se tenait sur les marches du bâtiment municipal, essayant de répondre aux questions des journalistes tandis que la sueur lui coulait sur le visage malgré le temps frais d'octobre. Monsieur Brennan, a demandé un journaliste, comment ces retards affecteront-ils la situation financière de votre entreprise? Brennan Développement est financièrement saine, a-t-il répondu, mais sa voix manquait de conviction. Nous sommes convaincus que ces problèmes seront résolus rapidement. Mais ils ne seraient pas résolus rapidement. Je m'en étais assuré. Ce soir-là, je réapprovisionnais les fournitures à l'hôpital lorsque mon téléphone a vibré avec un SMS. Lydia, j'ai entendu parler du projet de Matt. Les retards. Je sais que c'était toi. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis j'ai répondu, moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Lydia, Franck, s'il te plaît, arrête. Tu vas le ruiner. Moi. Comme il m'a ruiné? Lydia, c'est différent. C'est son gagne-pain. J'ai failli rire. Son gagne-pain. Comme si ma vie, mon avenir, ma capacité à faire confiance à un autre être humain n'avait pas été son gagne-pain, aussi. Moi, pas mon problème, Lydia. Lydia, je t'en prie. S'il te plaît, arrête. Moi, tu as fait ton choix, Lydia. Maintenant, vis avec. J'ai bloqué son numéro et je suis retourné au travail. Mais je n'en avais pas fini avec Matt Brennan. Loin de là. La belle chose avec la vengeance, c'est qu'une fois que vous commencez, elle devient addictive. Chaque petite victoire vous donne faim d'une plus grande. Chaque fois que vous voyez votre cible se débattre, vous voulez appliquer plus de pression. La situation financière de Matt se détériorait rapidement. Les retards du projet Riverside avaient déclenché des clauses de pénalité dans ses contrats de construction. Ses investisseurs devenaient nerveux. Ses créanciers devenaient impatients. Je savais tout cela parce que j'avais commencé à suivre son ex-femme sur les réseaux sociaux. Jennifer Brennan, maintenant Jennifer Walsh, était une agente immobilière qui gardait clairement un œil sur les affaires de son ex-mari. Elle publiait des pics subtils sur le karma rattrapant les salauds infidèles et partageait des articles sur des projets de développement ratés avec des commentaires ciblés. Elle était également, j'ai découvert, plus qu'heureuse de parler à un étranger sympathique qui prétendait envisager d'investir dans l'un des projets de Matt. Matt Brennan, a-t-elle dit lorsque j'ai appelé son bureau, me faisant passer pour un client potentiel. Oh, chérie, tu ne veux pas t'impliquer dans quoi que ce soit qu'il fait. Crois-moi là-dessus. Vraiment? Son entreprise semble prospère. Jennifer a ri, mais il n'y avait pas d'humour. Matt a toujours été bon pour donner l'impression que les choses réussissent, mais sous tout ce flash, c'est un château de cartes qui attend de s'effondrer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire qu'il est endetté jusqu'aux yeux. Il a un problème de jeu qui rendrait un bookmaker de Vegas nerveux. Et il pense que les règles ne s'appliquent pas à lui. Suis mon conseil et trouve quelqu'un d'autre avec qui investir.
On dirait que vous le connaissez très bien. J'ai été marié à lui pendant 6 ans. C'était environ 5 ans de trop. Je l'ai remercié pour le conseil et j'ai raccroché, mais non sans obtenir des informations très spécifiques sur la situation financière de Matt et ses dettes de jeu. Armé de cette nouvelle intelligence, j'ai passé un autre appel. Cette fois à la commission des jeux d'État, signalant une activité suspecte dans les parties de poker clandestines que Matt fréquentait. Je n'ai pas eu à mentir ou à exagérer. Tout ce que j'ai signalé était une information que Jennifer m'avait donnée, des détails sur des opérations de jeu illégales qui étaient déjà sous le radar des forces de l'ordre. 3 jours plus tard, la partie de poker a été perquisitionnée. Matt n'a pas été arrêté, mais son nom a été mentionné dans l'article de journal sur le coup de filet. Plus important encore, ses créanciers ont lu cet article. Je travaillais une garde de nuit quand Stan m'a appelé. « Tu dois t'arrêter », a-t-il dit sans préambule. « Bonjour à toi aussi, Stan. Je suis sérieux, Pharaon. J'entends des choses sur Matt Brennan. Telles que les gens à qui il doit de l'argent ne sont pas le genre de personnes qui acceptent les excuses. Tu continues de pousser et cette situation va devenir moche rapidement. Peut-être qu'elle a besoin de devenir moche. Pas pour toi. Ce n'est pas le cas. Tu es infirmier, pas gangster. Tu ne sais pas gérer ce qui vient après. Je n'ai pas peur de Matt Brennan. Tu devrais avoir peur des gens dont Matt Brennan a peur. Il y a une différence entre la justice et la stupidité, gamin. Ne franchis pas cette ligne. Mais j'avais déjà franchi tant de lignes que je n'étais pas sûr de pouvoir retrouver mon chemin. Le lendemain matin, je prenais un café au magasin près de l'hôpital quand j'ai vu une silhouette familière entrer. Matt Brennan, ayant l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. Ses cheveux habituellement parfaits étaient ébouriffés, son costume chair froissé, et il y avait des cernes sous ses yeux. Il a commandé un grand café et 3 shots d'espresso, puis s'est assis à une table près de la fenêtre. Je l'ai regardé vérifier son téléphone de manière obsessionnelle, sa jambe rebondissant d'énergie nerveuse. Après quelques minutes, un autre homme l'a rejoint, plus âgé, portant un costume bon marché et le genre d'expression qui suggérait qu'il n'était pas là pour une conversation amicale. Je ne pouvais pas entendre leur conversation, mais je pouvais lire leur langage corporel. L'homme plus âgé était calme, parlant doucement. Matt était agité, gesticulant avec ses mains, secouant la tête à plusieurs reprises. La conversation a duré peut-être 10 minutes. Quand ce fut fini, Matt est resté seul à sa table pendant encore 20 minutes, fixant son téléphone comme s'il pouvait fournir une solution miraculeuse à ses problèmes. Quand il est finalement parti, il ressemblait à un homme marchant vers sa propre exécution. J'aurais dû me sentir satisfait. C'était ce que je voulais. Voir Matt Brennan faire face aux conséquences de ses actions, regarder sa vie parfaite s'effondrer comme la mienne l'avait fait. Mais assis dans ce café, regardant un homme que j'avais systématiquement détruit, j'ai ressenti quelque chose d'entièrement différent. Je me suis senti puissant, et cela m'a effrayé plus que tout ce que Stan avait dit. 3 semaines plus tard, le monde de Matt Brennan s'est complètement effondré. Le projet Riverside a été officiellement annulé après que des groupes environnementaux aient déposé une injonction qui lierait le développement au tribunal pendant des années. Son entreprise de construction, incapable d'absorber les pertes du projet retardé, a déposé le bilan. Ses investisseurs se sont retirés de ses autres transactions, le laissant personnellement responsable de millions de prêts garantis. Mais le coup de grâce est venu d'une source inattendue. Je lisais le journal du matin autour d'un café quand j'ai vu le titre « Promoteur local arrêté dans une enquête sur le jeu », l'article détaillait comment Matt avait été pris en flagrant délit d'essayer de rembourser ses dettes de poker avec de l'argent détourné de comptes séquestres de clients. L'enquête de la commission des jeux que j'avais déclenchée avait révélé des irrégularités financières qui ont conduit à un audit complet de ses pratiques commerciales. Il risquait de 5 à 10 ans de prison. J'aurais dû me sentir justifié. C'était la justice, n'est-ce pas? L'homme qui a détruit ma vie faisait enfin face aux conséquences de ses actions. Au lieu de cela, je me sentais vide. Cet après-midi-là, Lydia m'a appelé à partir d'un numéro que je ne reconnaissais pas. « Franck, nous devons parler. Je pensais que j'avais bloqué ton numéro. Tu l'as fait. J'appelle du travail. S'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. » Quelque chose dans sa voix m'a fait accepter de la rencontrer. Pas chez Romanoès. Cet endroit contenait trop de souvenirs pour nous deux, mais dans un café neutre du centre-ville. Elle avait l'air terrible.
Son apparence habituellement parfaite était ébouriffée. Ses yeux étaient rougis par les pleurs. Elle avait perdu du poids, et il y avait une fragilité chez elle que je n'avais jamais vue auparavant. Matt a été arrêté hier, a-t-elle dit sans préambule. J'ai vu les nouvelles. Il dit que tu es responsable, que tu as saboté son entreprise pendant des mois. J'ai siroté mon café et je n'ai pas répondu. Frank, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait d'illégal si c'est ce que tu demandes. Ce n'est pas ce que je demande. Sa voix tremblait. J'ai demandé si tu avais détruit la vie d'un homme à cause de ce qui s'est passé entre nous. Matt a détruit sa propre vie. J'ai juste aidé à accélérer le processus. Il va en prison, Frank. Son entreprise a disparu. Sa réputation est ruinée. Et il fait face à des accusations criminelles. Tout ça parce qu'il a couché avec ta fiancée. Tout ça parce que c'est un criminel qui volait de l'argent pour payer des dettes de jeu, ai-je corrigé. Je ne l'ai pas forcé à détourner de l'argent de ses clients, Lydia. J'ai juste fait en sorte que les bonnes personnes le découvrent. Elle me regarda comme si elle me voyait pour la première fois. Je ne sais pas qui tu es. Je suis la même personne que j'ai toujours été. Tu n'as juste jamais pris la peine de découvrir ce qui se passe quand quelqu'un me pousse trop loin. Ce n'est pas toi, Frank. L'homme dont je suis tombée amoureuse n'aurait jamais. L'homme dont tu es tombée amoureuse était assez naïf pour croire que l'amour signifiait quelque chose. Que l'engagement signifiait quelque chose. Que lorsque quelqu'un promettait de passer sa vie avec toi, il le pensait réellement. Je me suis penché en avant à travers la table. Cet homme est parti, Lydia. Tu l'as tué. Des larmes coulaient sur son visage maintenant. J'ai fait une erreur. Une seule erreur. Et tu as détruit 2 vies à cause de cela. Une seule erreur. J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour. Tu as eu une aventure pendant 4 mois. Tu m'as menti tous les jours pendant 4 mois. Tu as utilisé notre argent de mariage pour faire des voyages avec un autre homme. Ce n'est pas une seule erreur. C'est un modèle de trahison délibérée. Je sais que ce que j'ai fait était mal. Non, tu sais que ce que tu as fait était stupide. Il y a une différence. Elle s'est essuyée les yeux avec un mouchoir, essayant de se ressaisir. Qu'est-ce que tu veux de moi, Frank? Que faudrait-il pour que tu me pardonnes? Rien, ai-je dit. Il n'y a rien que tu puisses faire, rien que tu puisses dire, rien que tu puisses offrir qui me ferait te pardonner, car le pardon nécessite la confiance, et je ne te ferai plus jamais confiance. Alors c'est ça. C'est comme ça que nous finissons. Nous avons fini la nuit où j'ai trouvé Matt dans ton appartement. Tout ce qui s'est passé depuis n'a été qu'un nettoyage. Je me suis levé de table et je l'ai regardée. Elle semblait si petite, si brisée. Une partie de moi, une très petite partie, a eu pitié d'elle, mais surtout je ne ressentais rien du tout. Au revoir, Lydia. J'ai quitté le café et je ne l'ai plus jamais revu. 6 mois plus tard, je vivais une vie complètement différente. Le studio avait cédé la place à un appartement d'une chambre dans un meilleur quartier. J'avais été promu infirmier-chef aux urgences, ce qui s'accompagnait d'une augmentation significative et de plus de responsabilités. J'avais recommencé à sortir avec des gens. Rien de sérieux, juste des dîners et des films occasionnels avec des femmes qui ne connaissaient pas mon passé. Matt Brennan avait été condamné à 7 ans de prison. Ses biens avaient été saisis pour rembourser ses victimes, le laissant sans rien. Il a essayé de m'impliquer dans sa chute lors de son audience de condamnation, affirmant que j'avais orchestré une campagne de harcèlement contre lui, mais sans preuve, cela ressemblait juste aux accusations désespérées d'un homme coupable. Lydia avait déménagé dans une autre ville. Son cabinet d'avocat l'avait discrètement renvoyé après que le scandale ait éclaté, apparemment sortir avec un client qui a été par la suite reconnu coupable de détournement de fonds était considéré comme un conflit d'intérêts. J'ai entendu dire par des amis communs qu'elle travaillait pour un petit cabinet à Philadelphie, recommençant au bas de l'échelle juridique. J'aurais dû me sentir satisfait de la façon dont tout s'était déroulé. Les gens qui m'avaient fait du tort avaient fait face aux conséquences. Justice avait été rendue. Mais tard la nuit, quand j'étais seul dans mon appartement, je me demandais parfois qui j'étais devenu dans le processus d'obtention de cette justice. L'homme dont Lydia était tombée amoureuse, celui qu'elle prétendait que j'avais tué, avait été confiant, optimiste, désireux de voir le meilleur chez les gens. L'homme que j'étais devenu était plus dur, plus cynique,
toujours à la recherche de l'angle, toujours en attente de la trahison. Était-ce une croissance ou un dommage? Étais-je devenu plus fort ou juste plus brisé? J'y pensais un soir lorsque mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant affichait un numéro que je ne reconnaissais pas, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Est-ce bien Franck Farao? La voix était inconnue, plus âgée, avec un léger accent que je ne pouvais pas identifier. Oui. Qui est-ce? Mon nom est David Chen. J'appelle au sujet de Matt Brennan. Chaque muscle de mon corps s'est tendu. À propos de quoi? Je pense que nous devrions nous rencontrer. Il y a certaines choses que vous devez savoir sur ce qui s'est vraiment passé. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Monsieur Farao, je sais ce que vous avez fait. Plus important encore, je sais pourquoi vous l'avez fait. Et je sais que vous n'avez pas eu toute l'histoire. Je raccroche maintenant. Matt Brennan n'a pas séduit votre fiancée, dit Chen rapidement avant que je ne puisse déconnecter. Elle l'a séduit, et elle l'a fait parce que quelqu'un l'a payé pour cela. Le téléphone devint lourd dans ma main. C'est impossible. Est-ce le cas? Rencontrez-moi demain au Murphy's Tavern à 20h. Venez seul et je vous dirai tout. La ligne s'est éteinte. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment, essayant de traiter ce que je venais d'entendre. Quelqu'un avait payé Lydia pour séduire Matt. Cela n'avait aucun sens. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Et qui était David Chen? Mais même si je me disais que c'était impossible, des pièces d'un puzzle dont j'ignorais l'existence commençaient à se mettre en place. L'intérêt soudain de Lydia à travailler tard. Sa nouvelle garde-robe, payée avec de l'argent que j'avais supposé provenir de son travail. La façon dont elle avait semblé presque soulagée lorsque je l'avais confrontée à propos de l'aventure, comme si elle attendait que ça se termine. Le lendemain soir, je suis arrivé au Murphy's Tavern 20 minutes en avance, et j'ai réclamé une table dans le coin arrière où je pouvais surveiller la porte. À exactement 20h, un homme d'une soixantaine d'années est entré, a regardé autour de lui et s'est approché de ma table. Monsieur Farao, je suis David Chen. Il était plus petit que ce à quoi je m'attendais, avec des cheveux argentés, et le genre de confiance tranquille qui vient d'années d'expérience dans des situations dangereuses. Il s'est assis en face de moi et a commandé un whisky. Sec. Vous allez vouloir entendre ça assis, dit-il. J'écoute. Chen a sorti un dossier cartonné où tout le monde semblait avoir des dossiers cartonnés ces jours-ci et l'a glissé sur la table. Il y a 3 ans, Matt Brennan était marié à Jennifer Walsh. Jennifer m'a engagé pour enquêter sur l'infidélité de son mari. Ce que j'ai trouvé était pire que l'adultère. J'ai trouvé des preuves de détournement de fonds, de fraude fiscale et de liens avec le crime organisé via ses dettes de jeu. J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à lire. Relevés financiers, photos de surveillance, rapports détaillés des activités criminelles de Matt datant d'années. Jennifer a utilisé ces informations pour détruire Matt dans leur divorce, continua Chen. Mais elle voulait plus qu'un simple règlement financier. Elle le voulait complètement ruiner, alors elle m'a engagé pour orchestrer un plan à long terme. Quel genre de plan? Le genre qui nécessitait qu'une femme belle et ambitieuse séduise Matt et le mène dans une situation où tous ses crimes seraient exposés. Mon sang était comme de l'eau glacée dans mes veines. Lydia. Jennifer l'a trouvée par l'intermédiaire d'une amie commune, une avocate frustrée par sa carrière, qui voulait plus d'argent et de statut que son petit ami actuel ne pouvait lui fournir. Jennifer lui a offert $50 000 pour séduire Matt Brennan et documenter ses activités criminelles. Vous mentez. Chen a fouillé dans sa veste et a sorti un petit appareil d'enregistrement. C'est une conversation entre Jennifer et Lydia d'il y a 8 mois. Il a appuyé sur lecture. La voix de Jennifer est sortie du haut-parleur, claire et indubitable. J'ai besoin que tu te rapproches de lui, que tu gagnes sa confiance, peut-être même que tu emménages avec lui si nécessaire. Documente tout, ses affaires, son jeu, sa situation financière. Quand nous aurons suffisamment de preuves, nous déclencherons une enquête qui l'enverra en prison pour des années. La voix de Lydia a répondu, et Franck? Je ne peux pas simplement abandonner ma relation. C'est ton choix, mais l'argent ne sera pas disponible éternellement. $50 000, Lydia, net d'impôts. C'est plus que ce que tu gagnes en un an dans ce cabinet d'avocat. Et si Franck le découvre? Alors tu auras $50 000 pour recommencer ailleurs. Chen a arrêté l'enregistrement et m'a regardé.
Il y a plus, mais je pense que vous comprenez l'idée. J'avais l'impression de tomber dans une cage d'ascenseur pour la deuxième fois de ma vie. Tout ce que j'avais cru sur la dernière année, sur la trahison de Lydia, sur la culpabilité de Matt, sur ma propre vengeance était faux. Elle ne l'a jamais aimé, ai-je dit plus à moi-même qu'à Shane. Non, elle faisait un travail, et elle était très bonne à ça. Alors pourquoi ne m'a-t-elle pas dit? Pourquoi continuer la mascarade? Parce que Jennifer Walsh est une femme très minutieuse. Elle savait que si le petit ami de Lydia découvrait l'aventure et réagissait mal, cela ajouterait une autre couche d'authenticité à la situation. Votre colère, votre enquête, votre campagne contre Matt, tout cela a aidé à vendre l'histoire. J'étais une partie du plan. Vous étiez un idiot utile, monsieur Farao. Je suis désolé de le dire si crûment, mais c'est ce que vous étiez. J'ai fermé le dossier et je l'ai repoussé sur la table. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que Jennifer Walsh m'a engagé pour nettoyer les fins lâches, et vous êtes devenu une fin lâche. La taverne est soudainement devenue très silencieuse malgré la foule de gens autour de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que Jennifer craint que vous finissiez par découvrir la vérité. Elle craint que vous n'alliez voir les autorités, ou pire, que vous ne vous en preniez à elle comme vous vous en êtes pris à Matt. Alors, elle vous a envoyé pourquoi? Me menacer? Shane a souri, mais ce n'était pas une expression agréable. Elle m'a envoyé pour vous offrir un choix. Prenez 50 000 $, signez un accord de non-divulgation et disparaissez. Ou refusez et faites face aux conséquences. Quelles conséquences? Monsieur Farao. Vous avez systématiquement détruit la vie d'un homme sur la base d'informations incomplètes. Vous avez déposé de faux rapports auprès des agences municipales. Vous avez manipulé des fonctionnaires du gouvernement. Et vous avez interféré avec des enquêtes en cours. Jennifer a des preuves documentées de tout ce que vous avez fait. Un seul appel téléphonique de sa part et vous ferez face à vos propres accusations criminelles. Je l'ai fixé pendant un long moment, essayant de traiter l'ampleur de ce qu'il me disait. J'avais été joué, manipulé, utilisé comme une arme dans la guerre de quelqu'un d'autre. Et si je prends l'argent? Alors vous disparaissez. Nouvelle ville, nouvelle vie, nouvelle identité si nécessaire. Jennifer n'entend plus jamais parler de vous, et vous n'entendez plus jamais parler d'elle. Et Lydia? Et elle? Où est-elle? Que lui est-il arrivé? L'expression de Shane s'est légèrement adoucie. Elle a pris son argent et est partie. La dernière fois que j'ai entendu, elle vivait quelque part en Europe. Elle a eu ce qu'elle voulait, monsieur Farao. La question est, que voulez-vous? J'ai réfléchi à cette question pendant un long moment. Que voulais-je? Je voulais retrouver ma vieille vie. Je voulais être l'homme confiant et optimiste que j'étais avant que tout cela ne commence. Je voulais croire en l'amour et à l'engagement et à la bonté fondamentale des gens. Mais cet homme était parti, et aucune somme d'argent ne pouvait le ramener. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je dit. Vous avez 24 heures. Shane s'est levé de table et a laissé tomber une carte de visite à côté du dossier. Appelez-moi demain soir avec votre décision. Il est sorti de la taverne, me laissant seul avec l'épave de tout ce que j'avais cru sur ma vie. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais assis dans mon appartement, fixant la carte de visite de David Shane, essayant de donner un sens à tout ce qu'il m'avait dit. Lydia ne m'avait jamais trahi par amour pour un autre homme. Elle m'avait trahi pour de l'argent. 50 000 $ pour détruire sa propre vie, ma vie et la vie de Matt Brennan. D'une certaine manière, cela semblait pire que la trahison initiale. Au moins, quand j'avais pensé qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, il y avait eu une émotion humaine impliquée, une passion, une connexion, une raison au-delà de la simple cupidité. Mais ce n'était que des affaires. Froid, calculé, mercenaire. Je me suis surpris à penser à Matt Brennan assis dans une cellule de prison pour des crimes qu'il avait commis, mais pour des raisons qu'il ne comprenait probablement toujours pas. Avait-il jamais compris que Lydia travaillait pour son ex-femme? Savait-il que toute sa relation avec elle avait été orchestrée pour le détruire? Est-ce que ça importait? L'homme était un criminel. Il avait détourné de l'argent de clients. Il avait fraudé le fisc. Il s'était impliqué avec des gens dangereux à cause de son jeu. Tout ce qui lui était arrivé était finalement de sa propre faute. Mais j'avais été l'instrument de sa destruction, et je l'avais fait pour les mauvaises raisons. À 6 heures du matin,
je me suis porté malade au travail et j'ai conduit jusqu'au pénitencier d'État où Matt purgeait sa peine. Les heures de visite ne commençaient qu'à 9 heures, mais je suis resté assis sur le parking pendant 3 heures, essayant de décider ce que j'allais lui dire. Quand ils ont finalement appelé son nom, Matt Brennan ressemblait à une personne différente. La prison l'avait vieilli de 10 ans en 6 mois. Il avait perdu du poids, ses cheveux grisonnaient et il y avait une lassitude dans ses yeux qui n'était pas là auparavant. Il s'est assis en face de moi dans la salle de visite, séparé par une épaisse feuille de plexiglas. « Frank Farao », dit-il dans le téléphone. Je me demandais quand tu allais te montrer. « Bonjour, Matt. Tu es venu te vanter ? » Non, je suis venu m'excuser. Cela l'a surpris. Il s'est penché en arrière sur sa chaise et a étudié mon visage. T'excuser pourquoi ? Pour avoir été utilisé pour détruire ta vie. Je lui ai tout raconté sur David Chen, sur le plan de Jennifer, sur le gain de $50 000 de Lydia. J'ai regardé son expression passer de la suspicion au choc, puis à quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Elle travaillait pour Jennifer, dit-il quand j'ai fini. Ce n'était pas une question. Tout ce temps. Jésus. Il se frotta le visage avec sa main libre. Je pensais vraiment qu'elle m'aimait. À quel point est-ce pathétique. Nous pensions tous les deux qu'elle nous aimait. Oui, mais tu as eu 3 ans pour construire cette illusion. J'ai eu 4 mois de la meilleure performance d'acteur que j'ai jamais vue. Nous sommes restés silencieux pendant un moment. 2 hommes qui avaient été détruits par la même femme pour la même raison. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Demanda finalement Matt. Je ne sais pas. Les gens de Jennifer veulent que je prenne de l'argent et que je disparaisse. Tu vas le faire ? Je ne sais pas non plus. Matt se pencha en avant et me regarda directement. Frank, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Tout ce qui m'est arrivé, la faillite, les accusations criminelles. Cette peine de prison, je l'ai méritée. Je volais de l'argent à des clients pour payer des dettes de jeu. Je trichais sur mes impôts. J'étais impliqué avec de très mauvaises personnes. Je sais. Mais Jennifer ne m'a pas détruit parce que j'étais un criminel. Elle m'a détruit parce que je l'ai trompée. Le fait que j'étais aussi un criminel a juste rendu les choses plus faciles. Quel est ton point ? Mon point est que Jennifer Walsh est une femme très dangereuse qui ne pardonne pas et n'oublie pas. Si tu la trahis, elle te fera ce qu'elle m'a fait. Et contrairement à moi, tu ne le mérites pas. Alors, tu penses que je devrais prendre l'argent ? Matt resta silencieux pendant un long moment. Quand il parla finalement, sa voix était à peine un murmure. Je pense que tu devrais brûler son monde comme elle a brûlé le mien, mais je pense aussi que tu devrais être plus intelligent que moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ne lui donne aucune munition à utiliser contre toi. Ne viole aucune loi. Ne laisse aucune preuve. Et ne fais confiance à personne, car tout le monde dans le monde de Jennifer Walsh travaille soit pour elle, soit à peur d'elle. Le temps de visite était presque terminé. J'avais une dernière question. Sais-tu où est Lydia ? Non, mais je connais quelqu'un qui le pourrait. Il me donna un nom et une adresse. Quelqu'un qui avait travaillé avec l'enquêteur de Jennifer qui pourrait avoir des informations sur l'endroit où Lydia était allée avec son argent sale. Alors que je partais, Matt m'appela une dernière fois. Frank, quand tu la trouveras, souviens-toi qu'elle n'est pas la femme que nous pensions qu'elle était. Elle est la créature de Jennifer Walsh maintenant. Ne fais pas l'erreur de penser qu'il reste quelque chose de la personne que tu aimais. J'ai conduit chez moi avec ces mots résonnant dans ma tête. Cette nuit-là, j'ai appelé David Chen. J'ai pris ma décision, lui ai-je dit. Et je ne prendrai pas l'argent. Il y eut une longue pause. C'est dommage, monsieur Farao. J'espérais que vous seriez raisonnable à ce sujet. Je suis très raisonnable. Je ne suis juste pas coopératif. Jennifer ne sera pas contente. Alors Jennifer n'aurait pas dû m'impliquer dans son complot de vengeance sans mon consentement. Vous comprenez ce que cela signifie ? Ça signifie que je vais faire à Jennifer Walsh ce qu'elle a fait à Matt Brennan et ce que je vais faire à Lydia quand je la trouverai. Monsieur Farao, dites à votre patron qu'elle a choisi la mauvaise personne à utiliser comme arme et dites-lui qu'elle aurait dû me laisser tranquille quand elle en avait l'occasion. J'ai raccroché le téléphone et j'ai commencé à planifier ma véritable vengeance. Épilogue. La fin de partie. Il m'a fallu 3 mois pour retrouver Lydia.
Elle vivait à Barcelone, travaillant comme traductrice et vivant de l'argent de Jennifer Walsh. Elle avait changé de nom, teint ses cheveux et créé une identité entièrement nouvelle pour elle-même. Mais elle avait fait une erreur. Elle était restée en contact avec sa sœur, Rachel, et Rachel vivait toujours dans le même appartement, travaillait toujours au même emploi et faisait toujours trop facilement confiance aux gens. J'ai pris l'avion pour Barcelone un vendredi soir et j'ai trouvé Lydia dans un café près de son appartement, lisant un livre et buvant du vin comme si elle n'avait aucun souci au monde. Elle a levé les yeux quand je me suis assis en face d'elle, et pendant un instant, j'ai vu une peur sincère dans ses yeux. « Bonjour, Lydia. »« Franck, comment m'as-tu trouvé ? » ?»« Je suis très motivé. » Elle a fermé son livre et l'a posé sur la table entre nous. « Que veux-tu ? » ?»« Je veux que tu saches que je sais tout sur Jennifer Walsh, sur les $50 000, sur le plan pour détruire Matt Brennan. » »« Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Si, tu sais. Et tu sais que tu mens. » Elle a regardé autour du café, calculant probablement ses chances de s'enfuir, mais il n'y avait nulle part où courir, et nous le savions tous les deux. « D'accord, dit-elle finalement. Que veux-tu ? » ? Je veux que tu m'aides à détruire Jennifer Walsh. Es-tu fou ? Sais-tu de quoi elle est capable ? Je sais exactement de quoi elle est capable. J'ai vu son travail. Franck, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Je vais disparaître à nouveau. Tu ne me verras jamais, et nous pourrons tous les deux passer à autre chose dans nos vies. Non, tu n'as pas le droit de passer à autre chose. Tu n'as pas le droit de prendre de l'argent sale et de recommencer dans une belle ville et de faire comme si rien de tout cela n'était arrivé. Ce que je t'ai fait était mal, mais ce que tu m'as fait était impardonnable. Mais ce que tu as fait à Matt était pire parce que tu savais qu'il allait en prison et tu l'as fait quand même. Le sang-froid de Lydia s'est finalement fissuré. Matt Brennan était un criminel. Il méritait tout ce qui lui est arrivé. Peut-être, mais ce n'était pas ta décision. Tu n'es pas un juge ou un jury ou un instrument de justice. Tu es juste une femme qui a vendu son âme pour $50 000. Alors que se passe-t-il maintenant ? Tu me tues. Tu me dénonces à la police. Non. Tu vas m'aider à démasquer Jennifer Walsh. Tu vas témoigner de ce qu'elle a fait, fournir des preuves de sa conspiration et m'aider à m'assurer qu'elle fasse face aux conséquences de ses actions. Et si je refuse ? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré un fichier vidéo. Alors ceci est envoyé à tous les grands organes de presse en Amérique avec la documentation de ton rôle dans la conspiration de Jennifer. La vidéo était un enregistrement de sécurité du café où elle et Jennifer s'étaient rencontrées pour planifier la destruction de Matt. Je l'avais obtenu des dossiers de David Chen, que j'avais acquis par des méthodes que je préférais ne pas discuter. Tu iras en prison, dit-elle. Peut-être, mais toi aussi, et Jennifer aussi. La question est de savoir si tu veux être considérée comme une victime qui a aidé à démasquer une conspiration ou comme une co-conspiratrice qui a eu ce qu'elle méritait. Lydia a fixé le téléphone pendant un long moment, puis m'a regardé. Tu as changé, dit-elle. Tu n'es pas l'homme que j'ai connu. Non, je ne le suis pas. Je suis l'homme que toi et Jennifer Walsh avez créé, et maintenant tu dois vivre avec les conséquences. Elle a accepté de coopérer. 3 semaines plus tard, Jennifer Walsh a été arrêtée pour complot, fraude et subornation de témoins. Les preuves fournies par Lydia, combinées au dossier de David Chen et au témoignage de Matt Brennan, ont brossé le portrait d'une femme qui avait utilisé le système juridique comme son arme de vengeance personnelle. Jennifer a été condamnée à 12 ans de prison. Ses biens ont été saisis pour payer la restitution aux victimes de Matt. Sa réputation a été détruite, sa licence d'avocat révoquée, sa vie systématiquement démantelée pièce par pièce. Lydia a témoigné contre son ancienne employeuse et a reçu l'immunité en échange de sa coopération. Elle est retournée aux États-Unis et est entrée dans le programme de protection des témoins, disparaissant dans une nouvelle identité que même moi ne pouvais pas tracer. La peine de Matt Brennan a été réduite en échange de son témoignage. Il a été libéré après avoir purgé 18 mois et travaille maintenant comme contremaître de construction dans une petite ville du Montana, loin du monde du développement à enjeux élevés et des parties de poker clandestines. Et moi, je suis retourné à mon travail à l'hôpital, de nouveau à sauver des vies et à aider les gens et à faire semblant d'être le brave homme que j'étais. Mais tard la nuit, quand je suis seul dans mon appartement, je pense au choix que j'ai fait et à la personne que je suis devenue. Je pense à la justice et à la vengeance et à la mince ligne entre les deux.
Je pense à la confiance et à la trahison et à la question de savoir s'il est possible d'aimer quelqu'un après avoir vu ce dont les gens sont vraiment capables. Surtout, je pense au fait que j'ai gagné. J'ai détruit tous ceux qui m'avaient fait du tort, exposé leurs crimes et les ai vus faire face aux conséquences de leurs actions. J'aurais dû me sentir satisfait. J'aurais dû me sentir justifié. Au lieu de cela, je me sens vide, car en fin de compte, la vengeance ne guérit rien. Elle ne ramène pas ce que vous avez perdu ni ne vous rend entier à nouveau. Elle vous transforme simplement en quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. Quelqu'un qui est capable de choses que vous n'auriez jamais cru faire. Jennifer Walsh avait raison sur une chose. J'étais un idiot utile. Mais je n'étais pas son idiot utile. J'étais le mien.